Bonsoir, nous sommes sur Sensation Normandie 93.4. Très heureux de vous retrouver pour votre mag, l'immobilier en question du mercredi. Deux professionnels pour m'accompagner dans cette émission. Jacques Cernet, agent immobilier à Bernay, bonsoir. Bonsoir Pascal. Xavier Ruher, courtier en prêt immobilier à Bernay, bonsoir. Bonsoir Pascal. Alors parlons des taux de rentabilité. Nous allons parler des investisseurs, bien évidemment, mais la première chose d'un investisseur, il s'interroge sur les taux de rentabilité. Alors, qu'est-ce qu'on peut comparer comme taux de rentabilité ? Parce qu'on peut se dire, effectivement, je vais acheter de l'immobilier, je vais acheter du livret A, je vais acheter des actions au CAC 40. Là, on est en début d'année, c'est peut-être pas le moment, mais pourquoi pas ? Si, au contraire, c'est peut-être le moment d'acheter. C'est tombé bien bas, donc pourquoi pas ? Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire en tant qu'agent immobilier, Jacques, sur ce comparatif de taux de rentabilité ? Alors, si on aborde le sujet sous cet angle, on va comparer le taux de rentabilité d'un bien immobilier à un taux de rentabilité d'un produit financier tel qu'il est. Et on va se dire, voilà, si l'équivalent d'une mensualité, c'est un placement, si je place ce placement, à terme, combien il va me rapporter d'argent sur l'année ? Donc on va le comparer par rapport à du livret A, comme on a dit, par rapport à du CAC 40, par rapport à de l'assurance vie. De l'assurance vie aussi, par rapport à du placement SCPI. Voilà, on a plusieurs types de placements. Effectivement, vous soulevez le problème là, mais dans de l'assurance vie, est-ce qu'on peut avoir de la SCPI ? On en avait parlé dans une émission précédente du reste. Est-ce qu'on peut avoir de la SCPI dans de l'assurance vie ? En général, les banques commercialisent la SCPI de façon en dehors de l'assurance vie. Ils ne la mettent pas dans l'assurance vie. Les banquiers à Cersei qui ont ce genre de produit, on en a sur place, ils vont vous vendre ça vraiment comme un produit pur et seul. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est qu'une SCPI ? La SCPI, c'est comme des parts sociales d'une entreprise. Vous achetez des actions d'une société qui a des biens immobiliers, qui les loue, qui s'occupe de tout, de toute la gestion locative, des petits travaux, de l'entretien, etc. Et à la fin de l'année, cette entreprise fait un bénéfice, en général 9 fois sur 10, et redistribue à ses actionnaires. Donc quand vous achetez de la SCPI, vous achetez des parts de cette entreprise-là. On achète de l'immobilier papier, c'est ça ? C'est ça, c'est de l'immobilier papier. Vous n'achetez pas la pierre, c'est-à-dire qu'une maison ou un appartement est découpé en 100 parts, et vous allez acheter 10 parts de cet appartement. Vous n'êtes pas propriétaire de l'appartement, mais d'immobilier papier. Donc en fait, rien à s'occuper, tout est géré, forcément ça a un coût, il y a des frais forcément de gestion, bien évidemment. Maintenant, revenons à l'immobilier pur et dur. Votre client, il a choisi d'investir dans l'immobilier. Est-ce qu'il y a pour calculer la rentabilité, plusieurs formules pour calculer la rentabilité ? Est-ce qu'on peut faire de l'allocation, ce qu'on appelle de l'allocation en long terme, en bail de 3 ans ? Est-ce qu'on peut faire du court terme, du saisonnier ? Est-ce qu'il y a des rentabilités différentes, Jacques ? Alors, il y a forcément des rentabilités différentes, que l'on prenne des baux à long terme, loi 89 en 3 ans, en meublé et en saisonnier. Maintenant, le point important, c'est surtout sous quel régime fiscal vous avez déclaré vos revenus. En fait, le vrai point, il est là. Qu'est-ce que vous allez faire de vos revenus ? En saisonnier, on ne le déclare pas de la même façon, on n'a pas le droit de louer toute l'année. Si vous faites en bail meublé, vous avez des abattements supplémentaires, mais vous êtes obligé de vous déclarer au registre du commerce. Si vous faites de la loi 89, c'est-à-dire un bail classique standard, quel type de déclaration vous allez faire ? En fait, le point pour l'investissement, il est là parce que ça vous fait des revenus supplémentaires que vous allez déclarer aux impôts. Et nous sommes en France, donc le but du jeu est de dire je gagne tant, combien je peux donner en moins aux impôts ? Petite question subsidiaire, messieurs, si vous avez la réponse, on est début 2019. On a parlé du prélèvement à la source sur toutes les chaînes, tout le monde en parle du prélèvement à la source. Donc on sait que sur les salaires, c'est pompé sur le salaire, tout simplement. Là, pas de problème. Maintenant, lorsque vous avez des biens en location comme ça, comment ça se passe, Xavier ? Pour l'impôt à la source, il va être pris par rapport à l'année fiscale d'avant. Donc si vous avez des rentrées régulières de loyer, ça va être aussi prélevé sur ce qu'ils peuvent prélever. S'il y a un gros salaire, ils vont se servir dessus. Après, pour l'instant, les retours qu'on a au niveau de l'impôt à la source, on en avait parlé lors d'une dernière émission le mois dernier, on ne savait pas trop où on allait, c'était sur le taux d'endettement et la prise de salaire des clients lambda. Apparemment, on regarderait un endettement à 33% avant impôt.
Mais si en fin d'année, prenons le cas d'une location, hein, on s'est basé sur l'année précédente, la location avait rapporté 6 000 € bruts, ou 6 000 € à déclarer pour les impôts, et puis finalement, il y a eu 3 mois de perdus, et on n'a pas ces 6 000 €. Donc ce qui veut dire que si vous êtes prélevé sur 6 000 €, il va falloir faire une demande à la Direction Générale des Impôts pour récupérer le trop perçu ou... C'est ça. En fait, vous faites de l'avance de trésorerie si vous avez moins de loyers perçus au jour d'aujourd'hui. Ou sinon, il faut faire la demande très rapidement. Un peu comme ça se passait avant avec les revenus où on ne pouvait pas changer avant une année. Maintenant, on peut le changer beaucoup plus rapidement. Mais au jour d'aujourd'hui, si on se base sur les années N-1 et que l'année N est moins intéressante, eh ben, vous faites de l'avance de trésorerie le temps que les impôts vous remboursent. Donc, ce qu'on peut dire quand même à tous ces investisseurs, c'est comme conseil de surveiller de très très près si c'est eux qui font leur déclaration, parce qu'effectivement, s'il y a un trop perçu, il va falloir le récupérer, ce trop perçu. C'est ça. Il va peut-être pas venir tout seul. Donc, je veux dire, c'est peut-être pas la Direction Générale des Impôts qui va vous dire, faire coucou en disant, tenez, on a un petit reliquat pour vous, ou un gros reliquat du reste. Je ne pense pas, vu leur charge de travail, je ne pense pas qu'ils y penseront. Donc, à surveiller, on peut le dire, à surveiller de près. Sur les rentabilités d'investisseurs, est-ce qu'on a des locations qui peuvent rapporter plus que d'autres ? Par exemple, de la colocation. Est-ce que c'est intéressant de louer une maison en colocation ? Est-ce que la rentabilité peut être plus importante qu'une location en bail 369 à une seule personne ? Alors, c'est très à la mode la colocation, c'est-à-dire que maintenant, vous avez même des sociétés qui sont spécialisées, ils vont vous vendre une maison de 15-20 pièces, et en fait, on va faire de la découpe et on va louer 15-20 chambres. On va dire c'est un peu de la pension de famille, hein, si on reprend le principe, et on va vous louer 15-20 chambres. Donc forcément, plutôt que de louer la maison sur la globalité avec 15 pièces à une seule famille, vous allez louer à 15 personnes différentes. Donc vous avez une bien meilleure rentabilité. Par contre, l'investissement est complètement différent. L'investissement initial. Parce que la maison va forcément être vendue plus cher, puisque dans le cadre de l'investissement, l'investisseur propose un prix d'achat en fonction de sa rentabilité, mais le vendeur, il n'est pas fou non plus. Donc le vendeur, si on sait qu'il y a une rentabilité à 20% sur ce projet, il ne va pas mettre le prix de la maison au même prix qu'il y a une rentabilité à 8%. Vous pouvez nous expliquer comment vous calculez, Xavier, le taux de rentabilité d'un bien ? Qu'est-ce que vous prenez comme paramètre pour calculer le taux de rentabilité d'un bien ? Ça va être les loyers perçus, moins les charges, les taxes foncières, éventuellement les petits entretiens, qu'on va simplement diviser par le coût global du projet. On va arriver sur une moyenne de rentabilité. Après, je suis pas agent IMO, c'est vrai, mais je suis pas forcément convaincu de l'histoire des 5%, 6% de rentabilité. C'est vrai que ça se calcule comme ça, mais est-ce qu'on peut comparer un immeuble parisien dans le 18e ou un immeuble dans le 16e à 5% de rentabilité ? Je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses à prendre en compte. C'est la valorisation du bien à 5 ans, 10 ans, 20 ans. Est-ce qu'on sait que le quartier a tendance à monter ou à descendre ? Ce que vous voulez dire, effectivement, c'est qu'il n'y a pas que la rentabilité à prendre en compte. Ça fait partie de la rentabilité pourtant, ça. Mais à la fin de l'opération. Voilà. Mais dans certaines zones de France, vous avez des rentabilités à 15% sur de la location simple. Voilà, maintenant, il y a beaucoup de turnover. Vous avez dans certaines zones de la rentabilité à 5%, voire 4%, parce que si je prends Paris, si on a un 5%, c'est déjà magnifique. Ça dépend des emplacements et ça dépend du projet patrimonial que l'on a. Il ne faut pas raisonner uniquement en taux de rentabilité. Ça dépend vraiment du projet patrimonial que l'on a. Vous pouvez compléter, Jacques, en tant qu'agent immobilier, ce que nous a dit Xavier pour calculer la rentabilité. Donc vous prenez les loyers, en fait ? Alors, on va prendre les loyers sur l'année, dont on va déduire les charges, donc la taxe foncière, les charges de fonctionnement. Et puis, on va comparer par rapport au prix d'achat. Ce prix d'achat intégrant le prix net vendeur, les honoraires de l'agence, ainsi que ce qu'on appelle abusivement les frais de notaire, c'est-à-dire les droits d'enregistrement. Et on va sortir une rentabilité brute, parce que cette somme-là, c'est ce qui va être à déclarer aux impôts. Donc, à voir avec la taxe foncière sur ce qu'on fait en déclaration d'impôt. Et ensuite, il faut regarder sur quelle tranche d'impôt on saute ou pas, pour savoir à combien on va être imposé. En Normandie, je vous laisse 5 secondes, Jacques. En Normandie, comment est en ce qui concerne l'investissement, c'est par rapport au plan national, on est dans la moyenne ou pas ?
On est dans la moyenne en investissement au plan national. Ici, on a des rentabilités plus fortes qu'en région parisienne, mais on a des coûts d'achat qui sont beaucoup plus faibles. Merci messieurs d'avoir accepté l'invitation. Merci. Vous pouvez retrouver ce mag en podcast dans votre magazine L'immobilier en question et sur notre chaîne YouTube sensationsnormandie.fr. Rendez-vous mercredi prochain à 19h35 après le Flash Info Régional pour une autre émission immobilière. Très bonne soirée.